Ok les gars, aujourd'hui on va parler gaming et jeux vidéo, mais avant ça, petite mise en situation. Nous sommes en 1997. L'Undertaker et Shawn Michaels sont en train d'inaugurer un nouveau type de match qui deviendra iconique, le Hell in a Cell. Mais ce sera également les débuts d'un catcheur qui lui-même deviendra iconique, Kane. Et vous savez quel a été l'autre début de ce soir-là? Celui de Nico, pour la première fois, qui regardait le premier match de catch de sa vie. Merci papa de m'avoir récupéré ce match, je ne sais comment. Et beaucoup de choses ont changé depuis 1997. J'ai personnellement grandi, bon pas tant que ça, on s'est arrêté à 1m70. J'ai eu des cheveux, j'ai fini par les perdre. Mais s'il y a bien une chose qui ne bouge pas depuis cette époque, c'est que chaque année, j'achète mon jeu de catch WWE. Donc vous vous en doutez, tout a commencé sur PlayStation 1, avec WCW MyM et WWF SmackDown 1. Puis ensuite arrivera la PlayStation 2, la nouvelle génération, avec des jeux sur lesquels je passerai beaucoup trop d'heures, notamment ce SmackDown Just Bring It, mais surtout le jeu que je considère aujourd'hui comme étant toujours le meilleur jeu de catch de tous les temps, SmackDown Here Come the Pain. Quelle révolution c'était! Arrivera ensuite la saga, que pour beaucoup fut la saga avec lesquelles vous avez découvert les jeux de catch, les SmackDown vs Raw, à cheval sur 2 générations de consoles. Beaucoup vont citer le 2009 comme étant leur premier jeu de catch et étant leur préféré. Spoiler, c'est l'un des pires. D'autres citeront SmackDown vs Raw 2008, les débuts de la génération Catch Attack, les débuts forts de la génération Catch Attack. Mais personnellement, mon SmackDown vs Raw du cœur, c'est le 2007, avec pour moi la meilleure playlist d'un jeu de sport de tous les temps. Le fait de pouvoir créer son locker room, le mode carrière selon le catcheur que tu choisissais, c'était personnalisé. J'ai passé tellement d'heures sur ce jeu, les gars. Vous sentez la nostalgie quand je suis en train de parler, même si pour moi, objectivement, le plus qualitatif de tous étant SmackDown vs Raw 2011, et peut-être l'un des meilleurs jeux de catch de tous les temps. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une série qui est la série des WWE 2K, puisqu'effectivement, après la faillite de THQ, la saga des jeux de catch WWE ont été rachetés par 2K, et 2K, depuis maintenant une décennie, nous sort des jeux. En commençant par 2K14, qui est une masterclass très sous-cotée, jusqu'à 2K 2024. Et effectivement, entre les deux, il y a eu des plus ou moins bonnes itérations. Quand je dis vraiment plus ou moins bonnes, on parle bien évidemment de 2K20, on s'en souvient tous. Personnellement, j'avoue, c'est le seul jeu depuis 1999 à peu près que j'ai des jeux de catch que je n'ai jamais touché. Peut-être un jour je vous ferai la découverte en live sur Twitch. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une première vidéo de ce type-là que je fais, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur ce que vous avez apprécié de la vidéo qui arrive ou ce que vous avez moins apprécié dans cet exercice, qui est un peu un exercice où je vais parler d'actualité. Pour une fois, je vais pas vous faire du storytelling. Du coup, aujourd'hui, on va couvrir un petit peu tout ce qu'on sait sur 2K25, les nouveaux modes de jeu qui ont été annoncés, les catcheurs qui ont été annoncés qui n'étaient pas présents dans l'itération précédente, certaines features qui reviennent, qui étaient présentes dans les jeux de catch et qui ont disparu depuis quelques années et qui finissent par revenir, les évolutions, mais aussi les différentes versions du jeu qui seront disponibles. Et on va commencer avec l'élément que les gens attendent le plus chaque année, le roster reveal, c'est-à-dire l'entièreté du roster, le nombre de superstars qui seront disponibles, que ce soit celles qui étaient déjà disponibles avant, celles qui disparaissent, ou alors les nouvelles superstars qui vont faire leur début. Combien de superstars seront jouables cette année ? Eh bien, que ce soit les superstars revenantes, bien sûr, qu'on a l'habitude d'avoir dans les rosters, c'est-à-dire les superstars actuels comme les Roman Reigns, les Cody Rhodes, les Liv Morgan, les Rhea Ripley, les AJ Styles, les LA Knight. On a également des légendes qui seront là, Batista, Rob Van Dam, Stone Cold, Bret Hart, Roddy Piper, tout ça c'est des noms qui ont été donnés, mais il y a aussi des nouveaux arrivants qu'on a pu voir à travers les différents screens. On a vu Lola Vice, on a vu Jacob Fatu, on a vu Tama Tonga, et on sait également que les Wyatt Six seront disponibles en bonus de précommande. C'est-à-dire que si vous ne précommandez pas le jeu, les Wyatt Six, semblerait-il, ne seront pas disponibles dans les versions vanilla des jeux, donc les versions initiales. Il faudra donc passer par la case précommande, ou très certainement les acheter par la suite. Et quand on les met bout à bout, toutes ces superstars formeront un total de 300 catcheurs-catcheuses jouables dans le roster final. Est-ce que dans ces 300, c'est 300 noms différents, ou comme d'habitude, les variantes sont comptées, c'est-à-dire Undertaker 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, quand tous les skins comme ça sont disponibles, ce sera à voir. Et on va rester dans le contenu, et on va aborder maintenant les nouveaux types de matchs qui seront disponibles. On a eu 2 types de matchs nouveaux annoncés. Il y a eu le Bloodline Rules, et il y a eu le Underground Match. Donc le Bloodline Rules, grosso modo, c'est juste un match sans disqualification, mais quand la Bloodline est impliquée, donc en soi, je sais pas si ça va être juste un naming ou s'il va y avoir des choses qui vont être mises en place d'un point de vue mise en scène pendant ces matchs-là, avec des interventions par exemple de Jacob Fatu, Tama Tonga, Solo Sikoa, Roman Reigns, Jimmy, Jay, Sami, je ne sais pas.
Mais en tout cas, le Bloodline Rules fait ses débuts, à voir ce que ça va donner, si c'est juste une variante d'un match sans disqualification, ou un vrai nouveau type de match. Le Underground Match, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est une stipulation assez répandue à NXT en ce moment, notamment par Lola Vice, qui fait ses débuts dans le jeu, mais qui avant existait sous le nom Raw Underground, c'est-à-dire c'est des matchs dans un ring sans corde, entourés de superstars du Performance Center autour du ring, qui sont là pour vous casser la tête si vous tombez, ou pour vous renvoyer dans le ring, un peu comme un Lumberjack, mais qui sont aussi surtout là pour mettre de l'ambiance. Curieux de voir ce que ça va donner, on a pu avoir un screen qui nous montre ça, même deux screens, un au début de la bande-annonce et un autre dans un match qui oppose Carmelo Hayes à Sami Zayn dans un match underground. Ne me demandez pas pourquoi ils ont pris ces deux catcheurs-là. Tout ce que je retiendrai de ce screen, c'est que Carmelo Hayes a un nouveau Cara Design, et tant mieux, et on a l'arbitre de NXT présent juste derrière, donc ce sont les vrais arbitres toujours présents, et ça fait plaisir. Pour ce qui concerne le gameplay, on a pu voir dans la bande-annonce à un moment, Seth Rollins s'est lancé depuis les barricades sur son adversaire en dehors du ring pour porter un frog splash, il semblerait. C'est donc le retour des sauts depuis les barricades. C'était une feature qui avait disparu depuis de nombreuses années. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pu monter sur les barricades pour plonger sur les adversaires. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas de souvenir après la PS2 d'avoir la possibilité de faire ça. On pouvait monter sur la table des commentateurs et c'est revenu l'année dernière, mais les barricades, ça faisait très longtemps qu'on ne pouvait plus le faire. Et c'est donc maintenant chose corrigée. Et c'est aussi le retour en début de match du chain wrestling. Ces petites séquences, vous savez, qui ponctuent généralement les débuts de match, que ce soit dans la vraie vie ou dans les jeux, dans les anciens Touquet. C'était le cas avant Touquet 22, c'est-à-dire c'est les petits échanges au début où il y a une prise de contact entre les différents protagonistes, et du coup ce serait le retour de ça, donc peut-être un gameplay qui rebasculerait un petit peu plus sur une composante simulation qui avait disparu ces dernières années, puisque depuis Touquet 22, Touquet semblait avoir de nouveau mis l'accent sur le côté arcade, qui était un peu le point fort des jeux SmackDown versus Raw, qui mettait vraiment l'accent sur le côté fun des jeux, et c'était encore plus le cas sur PlayStation 2, que les Touquet qui eux mettaient plus à l'accent sur le côté simulation. Personnellement, vous le savez, je suis un enfant des jeux SmackDown PS1, PS2, donc j'aime vraiment plus le côté arcade, je veux juste m'amuser. Si je fais un jeu de catch, c'est pour m'amuser, faire des sauts du haut du titantron sur l'adversaire, m'écraser par terre, peut-être pas forcément toujours porter des shooting star press du haut d'un hélicoptère comme sur Here Come the Pain, mais j'aime le côté fun des jeux, et quand c'est trop simulation, ça m'ennuie. Mais là, c'est extrêmement personnel puisque ce sont mes goûts à moi, et c'est pareil pour tous les types de jeux. Jeux de voiture simulation, ce n'est pas mon délire, alors que les jeux de voiture arcade, ça j'aime bien. Eh bien, c'est assez pareil dans les jeux de catch. J'aimais bien l'équilibre qui avait été trouvé entre Touquet 22 et Touquet 24, et surtout la formule Touquet 24 qui, moi je le dis encore une fois, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je sais qu'il est beaucoup critiqué pour plein de raisons extrêmement valables, mais moi j'aime beaucoup Touquet 24, et je trouvais qu'il y avait un équilibre qui avait été trouvé dans le gameplay extrêmement sympathique, qu'on avait dans Touquet 22, qui s'était un peu perdu dans Touquet 23 et qu'on a retrouvé dans Touquet 24. Du coup, je vous avoue que le retour du chain wrestling, personnellement, je suis pas fan. On parlait du saut depuis les barricades qui font leur retour, mais il y a bien une chose qui fait également son retour dans ce Touquet 25, c'est les matchs intergender. C'était plus possible d'en faire depuis SmackDown vs Raw 2009, si je dis pas de bêtises, où c'était le dernier jeu dans lequel on pouvait faire des matchs intergender, et donc c'est le retour cette année. On va pouvoir avoir Rhea Ripley qui attrape le callback de Dominic Mysterio. On va pouvoir recréer le run de Chyna en mode universe lorsqu'elle se tapait contre des hommes et qu'elle était championne intercontinentale. On peut s'imaginer une Nia Jax aller récupérer le titre de Cody Rhodes. Et on peut même s'imaginer, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, mais avoir une Jada Parker qui a tous les titres de la compagnie sur les épaules. Ce sera totalement possible si Jada fait partie du roster. Et je me pose donc une question, vis-à-vis du retour du intergender, est-ce que le système de notation des catcheurs sera différent? Vous savez, les notes qui sont attribuées aux catcheurs, puisque à l'époque où le intergender était disponible, les femmes avaient des notes qui étaient toujours inférieures à celles des hommes, c'est-à-dire les hommes avaient par exemple 90 de moyenne, là où les femmes montaient jusqu'à 65 maximum. Du coup, c'était réglé vis-à-vis des statistiques de force, de puissance, etc. Généralement, les femmes étaient moins bien notées que les hommes, et donc, quand on faisait des matchs intergender à l'époque, ça pouvait créer d'énormes déséquilibre. Est-ce que ce sera toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que les notations féminines resteront comme elles l'étaient ces dernières années, c'est-à-dire à hauteur de celles des hommes, et donc que les capacités des femmes soient à hauteur des capacités des hommes, un peu comme c'est le cas dans FIFA avec Ultimate Team, où il y a des cartes féminines qui ont été intégrées depuis quelques années? C'est une question que je me pose, et est-ce que dans les matchs à stipulation, par exemple le Royal Rumble, est-ce qu'il y aura
des superstars féminines et masculines qui seront mélangées dans le Royal Rumble pour avoir des matchs intergender, ou est-ce que, justement, dans ce match à type stipulation, il y aura quand même une séparation qui sera faite. Je vais maintenant aborder les différents modes de jeu, les modifications qui ont été faites, et les améliorations qui ont été faites, et surtout, un nouveau mode de jeu qui fait ses débuts, et si vous êtes fan de NBA, tout comme moi, et que vous jouez beaucoup à NBA, et que vous mettez beaucoup d'argent dans votre mode carrière, quand vous promenez dans The City, et que vous dépensez des fortunes colossales en VC, eh bien sachez que vous savez très bien quel sera ce nouveau mode de jeu, j'en parle juste après. On va commencer par le MyGM, qui a été revu, qui a été amélioré, une nouveauté et une features qui fait plaisir, qu'on attend depuis très longtemps. Oui, enfin très longtemps. Le mode est revenu il y a que 2 ans. Mais enfin, on pourra jouer en multijoueur avec des amis. Ça a été confirmé, on pourra jouer jusqu'à 4 personnes en multijoueur en ligne, en mode MyGM, et donc pouvoir se faire des saisons avec des potes, sans passer par des stratagèmes de partage d'écran et ce genre de choses. On pourra le faire réellement, directement en ligne, et ça c'est une excellente nouvelle. Et une autre nouvelle que je trouve très cool, pour le mode MyGM, que personnellement j'aime beaucoup le mode MyGM, j'ai passé beaucoup de temps sur 2K23 et 2K24 dessus, même si c'est une version un peu simplifiée, vulgarisée de ce qu'on pouvait avoir à l'époque des SmackDown vs Raw, ou ce qu'on peut trouver sur d'autres jeux qui poussent la simulation de General Manager de catch. J'aime beaucoup ce mode de jeu, et je trouve qu'ils viennent de rajouter un élément très sympa, c'est les pay-per-view interbrand, parce que jusque-là, vous faisiez vos petites semaines, donc vous aviez 5 semaines à préparer avant le pay-per-view. Quand vous arriviez au pay-per-view, vous faisiez votre carte sur votre pay-per-view, et vous aviez votre note finale. Et chacun des general managers faisait son pay-per-view de son côté, même si c'était le même. Là, les cartes vont être mélangées, c'est-à-dire que vous prenez Raw. Moi, je prends NXT. Un poteau prend SmackDown, on arrive à SummerSlam, nos 3 shows seront présents sur la carte, et il y aura du coup, au-delà du fait de construire un bon show, moi pour NXT, il faudra que je construise un bon show, moi pour NXT, mais mieux que vous avec Raw et SmackDown, pour qu'au moment du partage final des audiences et des recettes du pay-per-view, je récupère la plus grosse partie, que la partie NXT soit la meilleure partie du pay-per-view pour avoir ma plus grosse part du gâteau. Et du coup, ça rajoute une composante stratégique extrêmement importante dans le choix des general managers, qui sera encore augmenté. Il y aura encore plus de choix de general manager. On pourra d'ailleurs créer son general manager. Et donc cette rivalité interbrand pendant les pay-per-view va obliger à mieux gérer l'endurance de ces superstars, les power cards qui permettent justement d'augmenter l'endurance de nos superstars, de mettre des bonus aux autres. Là, il y aura un impact encore plus fort puisque la compétition sera frontale directement. La création de son personnage est l'un des éléments principaux puisqu'il y a une communauté de création de contenu à travers les jeux de catch qui permettent justement d'avoir les catcheurs qui ne seraient pas forcément disponibles dans le roster. Je pense par exemple à un Penta qui a commencé assez tardivement cette année, qui ne sera pas dans le jeu de base. On sait que les créateurs de communauté, eux, mettent à disposition des catcheurs absolument magnifiques. Cette année, on n'a pas eu forcément de nouvelles pour ce qui nous attend dans 2K25 sur cet aspect-là. Apparemment, ça a juste été poussé. On pourra faire plus de choses, c'est-à-dire attribuer plus d'éléments sur nos catcheurs, puisque on sait qu'il y a un nombre de slots limité. Apparemment, ce nombre de slots a été augmenté, mais on n'a pas forcément plus de nouvelles que ça. Donc là, c'est un wait and see. Nous verrons plus tard. Par contre, un mode de jeu qui, lui, a subi beaucoup de changements, ou en tout cas, le retour à une ancienne formule sur le papier, MyRise. Jusqu'ici, depuis 2K22, depuis le reboot de la série, le MyRise était divisé en 2 composantes, la composante masculine et la composante féminine. Et on avait 2 scénarios bien distincts à suivre, avec des embranchements scénaristiques qui pouvaient mener à différents résultats, mais du coup c'était vraiment séparé en 2. Cette année, il semblerait qu'il n'y en aura plus qu'un seul, ce sera un MyRise mixte, masculin-féminin. Ça rappelle un peu ce qui avait été fait sur 2K20. Et sur 2K20, c'était vraiment pas ouf. Je sais pas quoi en penser, mais je vais vous expliquer le scénario du MyRise de cette année, et vous ferez, vous, votre propre idée de ce qui peut nous attendre. Et pour le coup, là, j'attends de voir. Pas forcément fan de la formule pré-2K22. J'aimais bien la formule 2K22, il décide de revenir en arrière, c'est donc à voir. Dans MyRise, le joueur pourra choisir une superstar qu'il aura créée, femme ou homme, et ce sera du coup une division simple, intergender. Les bases sont posées. On pourrait y croiser Bayley, Kevin Owens et d'autres superstars qui infiltreront NXT dans une tentative de prendre le contrôle de l'entièreté de la WWE. Ça, j'aime beaucoup cependant. L'idée de superstars vétérans qui vont à NXT pour essayer de
laver le cerveau des petits jeunes pour prendre le contrôle justement du futur, qu'ils soient à leur botte, j'aime beaucoup cette idée. Il y aura des nouveaux choix de personnalités qui mèneront à des storylines plus ou moins différentes, donc de nouveau des embranchements scénaristiques, des batailles dans l'environnement, des combats dans l'environnement, puisqu'il y aura aussi de nouvelles zones qui seront disponibles dans ce My Rise et qui seront débloquables pour le jeu global, notamment les archives de la WWE et le lieu le plus dangereux de cette planète, le parking de NXT, qui seront disponibles en My Rise et qui seront ensuite débloqués pour tous vos modes de jeu. Pareil pour des catcheurs, pareil pour des objets utilisables, je ne sais pas ce qui est sous-entendu par objet utilisable, par exemple, est-ce que ce serait par exemple un panneau stop, utilisable dans un match, dans un combat, ou objet utilisable, il parle de, par exemple, booster d'énergie, c'est-à-dire que votre catcheur peut se fatiguer pendant votre carrière et du coup, il va falloir gérer son énergie, lui faire prendre des boosters de force, des boosters d'endurance pour limiter les blessures, je ne sais pas, mais il parle d'objets utilisables. Et il y aura également des storylines qui vont impliquer des gens qui seront à vos côtés, pas que des gens contre vous, mais il y aurait par exemple Jey Uso, Bianca Belair, Seth Rollins et d'autres superstars qui seront là pour vous épauler dans votre quête. Voilà, je vous ai fait le petit pitch du My Rise de cette année, ce qu'il va impliquer d'un point de vue contenu, ce qu'il va impliquer d'un point de vue fond et forme. Personnellement, j'attends de voir. La formule mixte ne me plaît pas trop, puisque c'était le cas dans les anciens et j'étais pas très fan. Cependant, le pitch et le scénario me plaît, donc j'attends de voir la suite. Quoi qu'il arrive, il faudra qu'on passe par là pour débloquer des nouvelles arènes, des nouveaux catcheurs, des nouvelles zones et des objets utilisables. Le mode Universe. C'est un mode favori des joueurs de 2K, des joueurs de catch même, puisque le mode univers a fait ses débuts dans SmackDown vs Raw 2011. Cependant, vous avez devant vous quelqu'un qui déteste ce mode. Je n'ai jamais aimé ce mode. Je n'aime pas créer les choses à travers le mode univers. Et j'aime bien qu'on me donne une histoire et je suive cette histoire. C'est pour ça que le mode superstar dans le mode univers, j'aime bien. Je me lance et je suis une aventure qu'on me raconte. Cette année, apparemment, ils ont dit qu'il y aurait un plus grand contrôle du mode univers, des issues de son mode univers, avec le retour d'une feature qui est attendue depuis très longtemps, c'est le retour des promos. Moi, j'aimerais bien le retour de créer un scénario, mais ici, on a le retour des promos. Et de ce qu'on a pu voir dans un extrait, il y a une petite capture d'écran qui circule, on voit Becky Lynch en train de faire une promo au milieu du ring avec 2 choix scénaristiques d'embranchement qu'elle peut faire. Par le passé, c'était plutôt 4 choix qui étaient disponibles. Là, c'en est plus que 2. À voir comment ça se passe, il y a des nouvelles cinématiques, il y a des nouveaux embranchements. Est-ce que les superstars ont été doublés par les vrais superstars, puisqu'on le rappelle que dans le mode univers, les promos n'étaient pas doublés, donc c'était extrêmement silencieux, extrêmement bizarre, c'était extrêmement gênant, pas immersif du tout. Là, je sais pas si les promos seront doublés, quoi qu'il arrive. C'est le retour de cette feature très attendue dans le mode univers de beaucoup de gens, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Le mode Showcase. Donc depuis 2K22, nous avons chaque année un mode, donc en 22 c'était Rey Mysterio, puis John Cena, puis les 40 ans de WrestleMania, où nous suivions des histoires, nous accomplissions des objectifs de match qui avaient été réalisés dans la vraie vie, il fallait remplir ces objectifs pour débloquer du contenu, et pendant les matchs on avait des cinématiques qui venaient parfois interférer au milieu du match, les cinématiques de la vraie vie, ce qu'ils appelaient la slingshot technologie. Je n'ai absolument pas compris pourquoi ils ont donné un nom à ce truc-là. C'est juste un fondu transition sur le vrai match. Il y a aucune technologie là-dedans. On peut tous faire ça avec notre téléphone. Enfin bref. Cette technologie-là disparaît. C'est le retour à l'ancienne de cinématiques full in-game pour rester totalement immergé dans le jeu, puisque leurs cinématiques réelles qui étaient floutées la moitié du temps, c'était ignoble. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et en plus, cette année, le showcase sera centré sur l'histoire de la Bloodline, la dynastie de la Bloodline, mais pas que depuis Roman Reigns, depuis Yokozuna, depuis The Rock, depuis Rikishi. Et en plus des éléments What If, que vous connaissez bien du coup si vous suivez mes contenus, les What If, seront inclus. Vous ne serez pas obligé de réaliser les objectifs, ou en tout cas, vous pourrez altérer le cours de l'histoire. Par exemple, si The Rock avait battu Stone Cold à WrestleMania 17 ? Et si Roman Reigns avait conservé le titre à WrestleMania 40 ? Et si Yokozuna avait battu Bret Hart pour le titre à WrestleMania ? Vous pourrez altérer le cours de l'histoire et qui sait peut-être faire gagner Solo Sikoa dans le Tribal Combat. Je suis très curieux de voir comment ils ont mis ça en place, puisque déjà la dynastie Bloodline est quelque chose qui me parle depuis toujours. J'ai grandi avec The Rock, Rikishi, puis Roman Reigns, etc.
Cette année, le showcase s'annonce très intéressant. Vraiment, cette composante What If, j'aime beaucoup. Ça a été le cas, par exemple, de Dragon Ball Sparking Zero, qui est sorti cette année, et j'aime beaucoup, l'année dernière, on est en 2025, Nico, j'aime beaucoup ces composantes What If, vous le savez à travers mes contenus aussi. J'aime bien explorer et raconter des histoires qui n'ont pas eu lieu, et s'imaginer ce qui aurait pu se passer sur des temporalités différentes. Du coup, je suis très impatient de découvrir ce mode showcase cette année, qui s'annonce assez excitant. Le mode ma faction, le fameux mode ma faction, que moi personnellement j'aime bien. C'est un mode qui nous permet de grinder toute l'année, c'est un mode qui nous pousse à revenir sur le jeu, et puis moi j'aime bien la collection de cartes et les trucs comme ça, puisque je vous en ai pas encore parlé, mais il y a un jeu sur lequel je suis en train de tomber totalement addict qui s'appelle WWE Slam, fait par Tops, ceux qui font les cartes IRL. Je vous en parlerai très bientôt. Et du coup, en My Faction, donc le but de collectionner des cartes, avoir des catcheurs, accomplir des objectifs, il y a des live events, c'est mis à jour. C'est vraiment le mode communautaire, enfin pas communautaire, c'est vraiment le mode en ligne qui permet de grinder toute l'année, qui nous permet de revenir dessus et avoir toujours des nouvelles choses à faire, qui est entretenu tout au long de l'année. Du coup, cette année, ça fait son retour. Le mode Faction War revient, mais ils disent qu'il y aura des nouveaux types de nœuds, puisqu'effectivement avant on pouvait choisir, reprendre de l'énergie, prendre des points, de l'endurance, de l'argent, ce genre de choses, des combats 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, apparemment il y aura des nouveaux types de nœuds. Ils disent 50 nouveaux stages, donc je pense qu'ils rajoutent 50 étapes avant d'atteindre les boss, ou alors 50 étapes de plus à travers les différents chapitres, à voir, genre par exemple 5 nouveaux chapitres avec 10 étapes, c'est à voir, mais du coup, le mode va être encore plus poussé dans le Faction War. Le Proving Ground est remplacé par World Tour, c'est-à-dire que maintenant, plutôt que faire des matchs qui s'enchaînent pour avoir des récompenses, il semblerait que nous pourrons choisir où nous voyageons à travers le monde pour accomplir des objectifs, faire des matchs et prouver notre valeur à travers le monde dans un scénario non linéaire, c'est ce qui a été dit. Du coup, pareil, je sais pas vraiment ce que ça signifie ce World Tour, mais très curieux de voir. Et bien évidemment, ils nous ont dit, ce qui semble assez évident, le jeu sera entretenu tout au long de l'année avec des nouvelles cartes, des nouveaux thèmes de cartes, il y aura des événements communautaires, des live events, etc. Bref, ça c'est le classique. Et j'ai donc gardé le meilleur pour la fin, le mode The Island. Si vous êtes des joueurs de NBA 2K, comme moi, vous savez déjà de quoi je vais vous parler. C'est un mode qui est assimilé au mode carrière. Vous allez créer votre superstar et la faire vivre des scénarios. Cependant, entre chaque histoire, vous serez dans un hub central. Et ce hub central sera massivement multijoueur. Vous pourrez croiser d'autres joueurs qui, eux, seront eux aussi en train de faire leur carrière à différentes étapes, pas forcément à la même que vous, et avec des rencontres communautaires, avec des lieux de rencontres communautaires. Par exemple, dans NBA 2K, il y a des magasins dans lesquels vous pouvez acheter vos vêtements, les Adidas, les Under Armour, les Nike, etc. Vous pouvez aller à la salle de muscu pour entraîner votre joueur de basket. Vous pouvez accomplir des défis à certains endroits dans les différents biomes disponibles dans cette ville. Et vous pouvez aller au stade directement pour ensuite lancer vos matchs de NBA. Ici, on sera sur l'île de la pertinence de Roman Reigns, The Island, et l'objectif serait de prouver sa valeur au Tribal Chief, de prouver sa valeur à l'entièreté de la Bloodline, pour finir par avoir un contrat pour les rejoindre et faire partie justement de la Bloodline. Malheureusement, ce mode ne sera pas disponible pour tous les joueurs puisqu'il ne sera disponible que sur PS5 et Xbox Series X. Les joueurs Steam n'y auront pas accès et les joueurs ancienne génération n'y auront pas accès non plus. Autant pour l'ancienne génération je peux comprendre, autant pour Steam je vous avoue... Pourquoi? Genre, pourquoi les joueurs PC n'ont pas le droit à ça? Vous allez pouvoir débloquer des nouveaux personnages, des objets, des tenues, ce genre de choses, à voir si le système monétaire sera le même que sur 2K, c'est-à-dire une monnaie unique pour absolument tout, les VC, qui sont déjà disponibles dans les jeux de catch actuellement pour acheter des packs sur My Faction. Est-ce que ce sera toujours les VC qui permettront à la fois d'acheter un nouveau t-shirt, une nouvelle coupe, des tatouages, mais aussi augmenter les capacités de notre personnage? Je sais pas, j'espère pas, parce que c'est un cash grab de fou. On est honnête, c'est leur objectif, donc ce sera certainement le cas, mais une partie de moi, un peu dans la désillusion, espère qu'il y aura un système monétaire un peu moins abusif, si je peux dire, vraiment, où il te pousse à dépenser ton argent. Mais je suis très curieux de commencer ce mode de jeu The Island, de rencontrer les gens à travers ce mode de jeu. Peut-être qu'il y aura des défis communautaires où tu croises quelqu'un, tu te mets en équipe, tu vas affronter deux autres mecs sur un ring au milieu d'une plage pour débloquer des points, des perks, des t-shirts uniques, des cartes uniques en mode ma faction, je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup ce mode de jeu sur NBA 2K malgré le côté donne ton pognon.
Je sais que cette année, sur ce mode, je vais beaucoup aimer et je vais être donne ton pognon aussi, je vais dépenser de l'argent dedans. C'est le gros mode de jeu, c'est la grosse nouveauté qui va arriver, c'est le gros hub, c'est là où les gens vont passer des centaines d'heures à accomplir des quêtes, avec des événements communautaires et tout. Donc je trouve que cette année, 2K25, ils ont mis un point d'orgue sur le contenu disponible. C'était déjà le cas entre 2K22 et 2K24. 2K22 faisait vraiment prototype, là où 2K24 fait extrêmement complet avec plein de modes de jeu, bah là c'est encore plus poussé, le showcase redevient intéressant, on a The Island, on a le GM en multijoueur qui va pousser à passer des heures dessus, on a le mode univers qui semble être retravaillé, à voir jusqu'à quel point, on a le mode Mafaction qui lui aussi a été encore plus poussé, sachant que c'est aujourd'hui le mode sur lequel je passe le plus de temps. Je suis impatient de voir ce que va donner ce 2K25, en tout cas c'est prometteur. Ma seule petite appréhension, crainte de wait and see, c'est le My Rise, à voir ce qu'ils vont faire avec ce scénario unique intergender. Et mon autre déception vis-à-vis de ce jeu, c'est encore un jeu intergénération, c'est-à-dire le jeu est disponible sur PS4, Xbox One, en plus d'être disponible sur PS5, Series X et Steam. Et le fait qu'il soit encore disponible sur PS4 et Xbox One, malheureusement, limite techniquement le jeu et on va encore avoir le même moteur graphique qu'on a depuis des années, moteur physique qu'on a depuis des années, il commence quand même à pas mal vieillir. Donc j'aurais aimé qu'on passe full next-gen avec un tout nouveau moteur physique et qu'on parte sur de nouvelles bases. Ça, c'est ma petite déception, si je peux me permettre. Et si toutes ces infos vous ont donné envie de passer à la caisse, d'acheter le jeu, de le précommander, notamment pour avoir les Wyatt Six, si vous promenez sur The Island of Relevancy vous donne envie, sachez qu'il y aura 3 versions du jeu disponibles. La version standard, disponible le 14 mars sur toutes les plateformes, qui, elle, aura donc la version de base du jeu, et c'est tout. Cependant, si vous la précommandez, vous aurez le pack Wyatt Six, l'ensemble des Wyatt Six disponibles, et des cosmétiques spécial Wyatt Six pour The Island, donc on peut le voir, le masque de Uncle Audi, le masque de Nikki Cross. Mais du coup, le jeu serait disponible le 14 mars. Et cette édition standard, elle, sera disponible à 80 € sur les consoles de génération actuelle. On passe ensuite à la version Deadman, qui elle sera à une centaine d'euros. La version Deadman est donc l'édition Deluxe, c'est l'édition spéciale de cette année entre deux. L'année dernière, l'édition spéciale, c'était l'édition Rare Replay Bianca Belair. L'année d'avant, c'était l'édition John Cena. Chaque année, on a une édition d'entre-deux disponible, et du coup, cette année, c'est une édition Deadman. Et disponible dans cette édition Deadman, le Season Pass WWE2K25 avec le Supercharger qui vous permet de débloquer absolument tout ce qui est disponible dans le jeu, et vous aurez les 5 futurs DLC qui sortiront de personnages, par exemple, je pense Pentagon qui sera disponible en DLC, et il y aura également un pack, lui, WrestleMania 41, qui ne sera pas disponible dans le Season Pass, mais qui sera disponible à part. Comme ils ont fait l'année dernière avec WrestleMania 40, ils nous sortiront l'arène de WrestleMania 41 courant d'été, mais celle-ci sera disponible en DLC à part. Et dans cette Deadman Edition, on aura également les Deadman Edition bonus, c'est-à-dire des contenus spécial Undertaker, une urne utilisable en match pour se battre avec, Brother Love en tant que manager, des cartes Ma Faction Persona, c'est-à-dire que vous pourrez jouer les personnages à la fois dans Ma Faction, mais débloqués dans tous les modes de jeu, et vous aurez des cosmétiques, tout comme le pack Wyatt Six, vous aurez un masque de l'Undertaker disponible de 1995, le fameux masque gris-blanc. Et encore une fois, les cosmétiques The Island ne seront disponibles que pour Xbox Series X et PS5, puisque le mode ne sera pas disponible sur les autres plateformes. On passe maintenant à l'édition Bloodline, qui est l'édition à 130 € et qui, elle, inclut absolument tous les contenus. C'est-à-dire que vous avez tout ce que j'ai cité jusqu'ici, mais en plus, vous aurez des bonus Bloodline, vous vous en doutez bien. De nouveau, des cartes Persona, donc des cartes Ma Faction pour débloquer des personnages disponibles dans tous les modes de jeu. Et là, ce sont des personnages Mattel, donc les petites figurines Mattel. Donc ce genre de figurines disponibles en personnages jouables dans votre jeu directement, c'était le cas les dernières années. Donc vous aurez ça pour Jey Uso et vous aurez ça pour Roman Reigns. Vous aurez également 32 500 VC, la fameuse monnaie dont je vous parlais tout à l'heure, et des cosmétiques Bloodline The Island exclusif PS5 Series X, le hoodie Family Above, le t-shirt OTC, le t-shirt Yeet de Jey Uso et les lunettes Yeet de Jey Uso également. C'est pour ça marrant d'avoir du merch de la vraie vie disponible en mode The Island, puisqu'on va se promener en fait avec du merch, comme nous dans la vraie vie quand on va au show, etc. Donc je trouve ça rigolo. Il y a un pack The Rock Nation of Domination, c'est-à-dire une carte persona de The Rock de l'époque Nation of Domination, et ce sera seulement disponible dans cette édition, puisque ce personnage ne sera pas disponible en achat individuel à part, c'est-à-dire que ce DLC Nation of Domination, si vous prenez pas l'édition Bloodline, vous n'aurez pas
The Rock en Nation of Domination dans votre jeu. Il y a le Ringside Pass, donc c'est en gros le Season Pass boosté aux OGM. Donc vous avez le Season Pass à l'intérieur et tout ce qu'il inclut, ce qu'on a vu juste avant, mais aussi le Boost My Rise qui vous permet d'augmenter les capacités de votre personnage en mode My Rise plus rapidement et pas avoir à grinder. Et vous obtiendrez également 100 000 WC supplémentaires à utiliser dans The Island ou en ma faction. Avec l'édition Bloodline, vous aurez le fameux pack WrestleMania 41 dont je vous parlais, c'est-à-dire l'arène WrestleMania 41, les deux superstars qui main eventeront WrestleMania 41 en Persona Card, donc ils vont faire leur tenue, etc., directement mis à jour dans le jeu, et d'autres Persona Cards qui sont encore à définir. Et le dernier petit détail, c'est que l'édition Deadman et Bloodline ne semblent pas disponibles en physique, mais seulement en édition digitale, et je trouve ça extrêmement décevant. Parce que personnellement, une édition Bloodline collector avec l'arbre de la famille disponible en statuette, ou un Roman Reigns, ou un Oula Fala disponible dans un collector Bloodline avec une belle boîte, je pense que le jeu rapporterait énormément d'argent et qu'on sauterait dessus tellement le merchandising Bloodline est un merchandising qui se vend. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas une édition collector de cette Bloodline édition. Enfin bref, la seule version physique disponible étant la version standard. Et si vous le précommandez en version digitale, vous recevrez Touquet 24 immédiatement. Et vous pourrez du coup jouer à Touquet 24 en attendant la sortie de Touquet 25, et ce, pour les 3 versions. Et le dernier petit détail à préciser sur la Deadman et Bloodline Edition, c'est que les deux seront disponibles une semaine avant le lancement officiel, c'est-à-dire qu'ils seront disponibles le 7 mars, là où l'édition normale du jeu, elle sera disponible que le 14 mars. Très longue vidéo les amis, j'espère avoir couvert le maximum d'informations, d'avoir été le plus détaillé possible et surtout le plus intéressant possible dans ma présentation de tout ce qu'on sait sur Touquet 25 jusqu'ici. Bien sûr, vous aurez des vidéos quand le jeu sortira, bien sûr, je vais couvrir le jeu énormément sur Twitch, comme j'ai pu faire avec Touquet 24, et vous aurez des vidéos également ici. J'ai même des vidéos à faire à travers les différents jeux de catch, à travers les différentes générations, ça arrivera au fur et à mesure de l'année, ne vous inquiétez pas. Merci à vous, j'espère que vous avez kiffé, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.